Chers auditeurs, chères auditrices de Demain n'attend pas, aujourd'hui c'est un épisode très spécial. Je vous emmène avec un grand écrivain, Éric Orsena. Alors vous le connaissez tous, il a été prix Goncourt il y a déjà quelques années. Il a écrit une petite centaine de romans et d'essais qui nous parlent notamment beaucoup des sujets de mondialisation et de leur impact sur notre vie d'aujourd'hui. Il est au carrefour de toutes les disciplines avec une curiosité de dingue, donc vous allez le découvrir chez lui aujourd'hui pour nous raconter comment il en est arrivé là, comment il travaille quand il se plonge dans un sujet, notamment sur le sujet du coton ou sur le sujet des fleuves, et puis ce qu'il a appris et qu'il est maintenant prêt à partager avec nous. Alors, comme toujours, si le sujet vous intéresse, plongez-vous dedans à deux jambes, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, mettez un commentaire gentil et partagez-le avec toute votre communauté. À très bientôt. Éric, merci 1000 fois de me recevoir chez vous, je le disais tout à l'heure, dans votre nid parisien. J'aimerais dire qu'on ne vous présente pas Éric, mais en fait, je vais quand même vous présenter parce que même si on vous connaît plus que n'importe qui en tant qu'auteur prolixe, en fait, vous avez eu 1000 vies. Vous avez commencé par des études de philosophie, de Cagne aussi, donc littéraire, d'économiste. Vous êtes devenu politicien. Non, non, non. Non, non. J'étais membre de cabinet ministériel, présidentiel. Un homme politique, c'est un homme élu. Moi, je fais toujours la différence entre il y a des gens qui sont élus et moi, je suis lu. Alors, on va dire que vous avez participé à la chose publique en Exactement. accompagnant E au plus haut exactement. niveau, parce que vous avez À la accompagné fois jusqu'au à la fois président. dans les cabinets ministériels et présidentiels et aussi dans l'administration puisque j'ai été longtemps professeur d'économie, des matières premières et 20 ans conseiller d'État. Ouais, vous avez raison de le pointer du doigt. Les matières premières, on va y revenir longuement parce que ça a été du coup votre formation, mais c'est aussi un sujet, un Mmh. fil rouge qu'on retrouve Tout à fait. tout au long de vos écrits. Donc vous êtes écrivain voyageur, arpenteur infatigable de tous les fleuves, de tous les ports, mais aussi Mmh. de tous les pays, Mmh. conteur du monde, amoureux des mots, avec plus de 50 livres à votre actif la dernière fois que j'avais compté. 70. 70, Oui, 70 publiés, oui, absolument. et je me doute qu'il y en a beaucoup dans vos tiroirs Et dans la tête, et dans la tête. encore plus que dans les tiroirs. La prochaine fois qu'on se voit, on aura Absolument. certainement passé le Ouais. 100e. Vous avez reçu le prix Goncourt pour l'exposition coloniale, votre 17e manuscrit. Vos livres, De l'avenir de l'eau à Voyage au pays du coton, en passant par Géopolitique du moustique, La terre à soif, Cochon, Voyage au pays du vivant ou L'Afrique des possibles, tous ces livres-là nous offrent une vision du monde, de la géopolitique, de la mondialisation. On en parlait avant de commencer à filmer, oui, il y a beaucoup d'autres sujets qui vous intéressent, dont la musique, dont des biographies, beaucoup. Mais quand même, ce fil rouge de la mondialisation est très présent. Donc j'aimerais en reparler avec vous aujourd'hui, parce que ça nous permet à nous, lecteurs, de comprendre, d'avoir une vision du monde, mais en même temps portée par une parole un peu conteur et une parole qui nous enchante en fait. Donc cette capacité à nous donner à comprendre en nous enchantant est un vrai parti pris, un vrai sujet sur lequel on va revenir. Vous êtes membre de l'Académie française, vous occupez le siège du commandant Cousteau et vous êtes à côté de celui de Pasteur, Non, 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 non. Je suis, au siège de Cousteau, puisque j'ai succédé directement à Cousteau, mais aussi au siège de Pasteur. Même Ah! siège, le Ils fauteuil étaient sur le 17. même siège, Mais d'accord. ça, voilà, parce que je savais pas. Parce que voilà, je savais que je succédais à Cousteau, bien sûr, mais je savais pas que je succédais à Pasteur. Donc 2 très beaux patronages qui vont Immense vous et guider avant aussi. Pasteur, il y avait Émile Littré. D'accord, Donc fabuleux. les mots, la médecine et la mer, Fabuleux, 3 filets rouges c'est clair. qu'on va poursuivre. Alors, vous avez eu plein d'autres métiers dont on parlera pas tous aujourd'hui. J'ai vu que vous aviez été éditeur et notamment éditeur en Côte d'Ivoire, Absolument, absolument. cofondateur de Cital, l'entreprise ayant commercialisé la première liseuse, et on ne le sait pas, Pour une mais raison très précise, c'est que, je me rendais compte que quand je voyageais, je devais, choisir entre, au fond, voyager et lire, puisque je pouvais pas avoir, choix impossible. 10 livres. Quand vous avez une plateforme et avec Cital, on avait créé ça, le 1er livre électronique en France. Donc dans une petite boîte, vous avez tous les livres. Vous avez la bibliothèque Bien sûr. infinie dans une petite boîte. Donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, pourquoi pas?» Moi, ma vie, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les autres l'ont fait, pourquoi pas?
Ouais, ouais et puis les projets sont toujours, plus Toujours, excitants. toujours. Vous êtes aussi évidemment aventurier pour chacun de vos livres et jusqu'à kayakeur. Je vais vous passer la parole, mais je voudrais conclure cette introduction en parlant d'un autre sujet sur lequel j'aimerais qu'on garde un peu de temps aujourd'hui, qui est, votre curiosité insatiable, une soif d'apprendre et une joie de vivre naturelle qui est votre autre fil rouge qui a guidé toute votre vie. Et je trouve que dans la tourmente qu'on traverse, tous collectivement aujourd'hui, là aussi, il y a beaucoup de choses à en apprendre. Donc j'aime on va se Mmh. garder un peu de temps là-dessus si vous voulez bien, Eric, Bien aussi. sûr, bien sûr. Pour commencer, comme, toujours dans les épisodes de Demain n'attend pas, on va remonter un peu le temps. Je vous Mmh fais mh. monter dans ma capsule Mmh. et on va revenir en passant le temps que vous voulez dessus, sur votre enfance. Dans une de vos biographies de Beaumarchais, vous avez écrit: «Sur son berceau, les fées n'ont pas lésiné. Il est né à la bonne époque, dans la bonne famille, au bon endroit. Bien être, c'est une chance». Est-ce qu'on peut vous appliquer la même tournure de Oh phrase? oui, oh oui, parce que d'abord, je suis né après une guerre mondiale, donc Vous avez bien choisi votre moment. j'ai choisi le moment quand on voit les nuages qui Ouais. s'amoncellent. Donc je suis né donc en 1947, donc 2 ans après, la fin de la deuxième guerre mondiale. Je suis né dans une famille où tout le monde me racontait des histoires, tout le monde. Ma mère était monarchiste, elle adorait les rois, les reines, donc je connais l'histoire de France, d'Europe, des tsars et tout ça parce qu'elle disait que c'était la dégradation depuis, voilà et qu'elle aurait pu travailler avec Philippe de Villiers, vous voyez? Elle avait un Mmh. rôle, au Puy du Fou, là, c'était pour ma mère, voilà. Mon père était un petit entrepreneur, mais ce qui le passionnait, c'était qu'il était officier de marine de réserve et dans l'aéronaval. La Donc j'ai été très petit, sur les porte-avions, dans les sous-marins et cetera. On l'aventure racontait plein déjà. d'histoires, ouais. Ma grand-mère était lyonnaise, c'est-à-dire que je suis né dans l'amour de la gastronomie, de l'alimentation, de la cuisine et elle me disait, à 8 9 ans: «Tu as pas intérêt à rater ta blanquette, dimanche parce qu'il y a l'oncle L'œil qui vient». Il y a des Et choses donc importantes. bah, attendez, et puis moi je suis infiniment gourmand, donc j'ai été, critique gastronomique, je suis membre de l'Académie du vin de France et cetera. J'ai fait des livres avec, des très, très grands cuisiniers, dont Alain Saint de Reims et Mmh. cetera, donc il y a toutes ces dimensions et mon grand-père était d'origine cubaine. Donc pour lui, c'était le vrai monde, c'était ce qu'on a appelé après le réalisme magique, Oui. c'est-à-dire celui de Garcia Marquez, Asturias, de tous ces gens-là. Donc c'était complètement, fabuleux parce qu'il me racontait des histoires tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais et puis à 8 ans, ils m'ont dit: «Bon, bah, on n'a plus d'histoire et comme tu en stock, bah et comme tu, au fond, détestes qu'on recommence, tu le nouveau toujours, encore et encore, donc bah, c'est très simple, 2 solutions. La première, tu vas lire», donc j'ai lu comme un fou et la deuxième, tu vas raconter l'histoire. Ce qui fait qu'à 9 ans, j'avais écrit mon premier roman. Voilà, puis d'autres ont suivi. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai écrit tant de livres? C'est que pour moi, c'est en écrivant un livre que je peux arriver à comprendre. Voyez? C'est-à-dire que j'ai la passion de comprendre. Je ne veux pas ne pas comprendre. Je suis super angoissé quand je comprends pas et super joyeux de comprendre. Et comme je comprends de moins en moins, donc je suis obligé Ouais. d'accélérer pour faire de plus en plus de livres. Donc c'est un peu comme ça. Donc je suis prof au sens plein du terme. C'est-à-dire que sur ma tombe, il y aura prof, c'est prévu. Et donc un prof, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend d'abord pour lui, qui transmet et qui continue à apprendre. À la fois comprendre et puis agir. C'est-à-dire, ça suffit pas de comprendre et surtout pas à se lamenter et cetera. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Voilà. ça, on va le voir parce que c'est un peu, vos 2 jambes. Comprendre et transmettre au travers de vos livres et de toutes vos prises Mmh. de parole et agir. Vous avez pris beaucoup de casquettes, mais notamment dans ces casquettes, dans la vie politique. Mais là, on va un peu vite. Moi, ce que j'entends dans votre enfance, c'est effectivement les histoires, le plaisir de lire, le plaisir d'écrire, le plaisir de l'imagination, le les voyages, déjà, Alors, les voyages, d'abord, un voyage l'influence des voyages. rituel puisque je suis un petit Parisien, mais je passais 2 à 3 mois par an en Bretagne. Alors, à 2 endroits précis en Bretagne, il y avait un endroit, c'est à Quimper,
où, la sœur de ma grand-mère s'était mariée avec, quelqu'un qui vendait et réparait des machines agricoles, donc c'était juste au début. Il y avait le grand machinisme Mmh. agricole De et donc remembrement. de remembrement et puis voilà, donc Bretagne, donc j'étais, voilà, à conduire des tracteurs à 8, 9, 10 ans. Des moissonneuses-batteuses et cetera, donc passionné par ce qui se passait, passionné aussi à Douarnenez, dans, voilà, comment est-ce qu'on fait les sardines, on les met dans des boîtes, comment ça marche, donc tout, très, très passionné et puis il y avait les vacances dans cette île magique qui est l'île de Bréhat, qui est une île, sublime et en même temps où on apprend énormément la navigation. Parce qu'il y a, de très fortes marées, puisqu'il y a 10 mètres ou 11 mètres d'écart entre marée haute et marée basse, donc vous imaginez. Donc on apprend bien et donc au fond, j'ai, appris à naviguer en même temps que j'écrivais et pour moi, c'est pareil, c'est qu'on explore quoi, on explore et qu'il faut sans arrêt trouver sa route. Ouais. Lu quelque part un de vos héros de l'époque, c'était Tintin, ce Alors qui m'a pas surpris. c'est Tintin et Tournesol. Mmh. Tintin et Tournesol. Il y avait Tintin et Tournesol parce qu'il faut comprendre, voilà, alors je suis pas sourd encore tout à fait, comme Tournesol, mais bon, j'étais passionné. Il y avait plusieurs choses et surtout et Haddock, ce que j'aime dans Tintin, c'est que la planète est notre terrain de jeu, qu'il y a des méchants et il faut lutter contre les méchants, c'est tout bête, il y a des méchants et je me disais que dans l'univers, il y a des femmes plus intéressantes que la Castafiore. Donc Ça ouvre des c'était portes. c'est quand même je me disais: «Tiens, là, il y a un truc qui manque dans Tintin», c'est quand même, il Oui, oui, s'intéressait c'est quand même pas des vraiment aux femmes, héros quoi. hommes, ça Donc c'est moi, sûr. j'aime bien les oies et voilà, Milou, mais Milou, ça me suffit pas, moi et donc et je me suis dit: «Ma vie, ça sera la planète, l'amitié et puis s'il y a des dames, je pensais que ça allait m'apprendre beaucoup et ça continue, je vais vous dire, ça continue, ça continue, ça continue. Avec un truc amusant, c'est que quand je fais des signatures, j'ai 3 catégories très particulières de lecteurs qui viennent me voir. C'est intéressant les signatures parce qu'on est en contact avec Bien sûr, ses lecteurs. bien sûr. Il y a les jeunes parce que j'ai beaucoup écrit sur la langue française, de tous les âges, de 10 ans jusque voilà. Il y a, les hommes en général, parce que j'ai écrit sur la mondialisation Oui, et puis il y a les femmes qui viennent parce que, comme j'ai écrit beaucoup, de romans d'amour, parce que c'est un grand mystère, émerveillé pour moi, extraordinairement compliqué et complètement enchantant et donc mais c'est rarissime qu'un mec vienne se faire dédicacer un roman d'amour. est-ce que vous avez des femmes qui viennent pour parler de la mondialisation? J'espère que oui, quand même, Oui, il y a plus de femmes qui viennent parler de la mondialisation que d'hommes qui que viennent de parler mecs qui viennent d'amour. parler Bon, on d'amour. n'a pas fini de bosser alors, Sur ça, dans ce domaine-là, comme je suis romancier, quand j'écris un roman, j'ai pas de genre. oui, Je suis pas un mec, je oui, suis pas oui, une bien femme. sûr, bien sûr, J'ai écrit un livre d'ailleurs que je ne pourrais plus faire, puisque j'ai écrit un livre en en étant une disant que femme, j'étais une femme africaine. Alors on bien me dit: «Non, sûr, non, c'est l'appropriation culturelle, bien sûr. tu as bien vu, tu es pas une femme et tu es pas africaine». Mais l'art, c'est la liberté. Si on assigne quand vous avez vu ces trucs complètement fous en disant: «Seulement une femme d'origine africaine peut traduire une autre femme africaine, Bien sûr, et cetera. c'est C'est une terrible. question tout à fait clé que j'aborde dans un prochain roman. Vous rentrez, Éric, tout de suite, en fait, dans des sujets qui sont des sujets d'engagement et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire parler. Mmh mh. Hem, vous vous engagez de plein de façons, sur beaucoup de sujets. Vos premiers engagements, si j'en reviens à votre jeunesse, ont été des engagements politiques. J'ai vu que vous aviez été encarté, en fait, dès 16 ans au PS, au Au PSU, PSU, PSU à l'époque PSU. et j'avais envie de commencer aussi notre échange là-dessus. Vous qui avez grandi avec le Parti socialiste, qui avez été plume de François Mitterrand, repéré par Attali, qui avait été, dans un certain nombre de ministères, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment est-ce que cet engagement à gauche vous a construit et comment est-ce que vous le regardez aujourd'hui? Ça a commencé de façon très simple. J'arrive à l'âge, comme ça, presque adulte, à 15 ans, 62. 62, c'est l'indépendance de l'Algérie Oui, et je suis, dans une ville de Versailles où il y a beaucoup de gens qui sont, ouais, contre l'Algérie algérienne.
et donc moi non, et je rentre au PSU donc oui 17 ans, et donc je me dis que, les pays du Sud, réussiront leur indépendance s'ils savent gérer les matières premières, et donc je choisis d'être économiste des matières premières, puisque je sais très, très tôt que je serai écrivain, qu'il faut un 2e métier. Et je me disais: «Prof de français, c'est un peu redondant, donc autant prendre un autre métier qui va me renseigner sur le monde». Donc à l'époque, quand je choisis les matières premières pour, voilà, comme domaine, Spécialisation, on ouais. me dit: «Non, va en finance, c'est ça, regarde la tech qui arrive». Mmh. C'est pas du tout à la mode, pas du tout à la mode les matières premières. Ça revient maintenant, et on me dit: «Oh là là, comment ça, la vision» et cetera. C'était d'ailleurs intéressant parce qu'à l'époque, on parlait que d'histoire et pas de géographie. Ouais, Donc c'est pareil, les oui, bien matières sûr. premières, c'est la géographie, et donc j'ai travaillé là-dessus, et le premier cabinet ministériel que je rejoins après la victoire de François Mitterrand, c'est le ministère de la coopération, et je suis en charge des matières premières. Donc je suis en charge pour ce ministère, alors c'était pas, je n'en ai pas seul, mais je suis en charge du café, du cacao Ouais. et de l'uranium. C'était les matières premières. Alors aujourd'hui, moi, je suis fasciné comme ça, et je rigole, jaune, en voyant des gens qui disent: «Ah tiens, il y a des terres rares. Ouais. Ah tiens» et cetera. «Ah tiens, il y a des énergies fossiles. Ah tiens, l'eau est un problème». Ah, vous avez eu cette intuition, en fait, qui vous a amené effectivement sur Ah, des sujets qui l'évidence, sont hein, au faut être cœur, très à l'époque, c'était pas nécessairement une oui, oui, évidence. En tout oui, cas, ça oui, a oui, été oui. si ça l'est aujourd'hui, ça l'était pas pour tout Oui, le oui, monde bien à sûr. ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que ça vous a amené sur le chemin, d'une vraie compréhension et géographique, vous le disiez, mais géopolitique. Bah, bien sûr, et le livre qui a et c'est intéressant d'avoir les deux modes de réflexion. Le mode de l'essai, de l'enquête, et voilà, et puis de l'enseignement d'un côté, et de l'autre côté du roman. Oui, Parce que le roman est une machine formidable pour comprendre le monde. On peut prendre tous les essais sociologiques qu'on veut, mais «100 ans de solitude», ça permet bien de sûr, comprendre l'Amérique latine, hein. bien sûr. Et que Faulkner, ça permet de comprendre le sud C'est des États-Unis, et cetera, et Dostoïevski, et cetera, et Balzac et tout ça, et Zola, et cetera, et c'est pour ça que quand je décide de me lancer dans un gros roman, qui sera l'exposition coloniale, bah, je parle d'Amazonie et je vais 5 fois en Amazone pour voir, bah, un peu les matières premières, le caoutchouc, et on me dit: «À quoi ça sert le caoutchouc?» Mais s'il y a pas le début de l'automobile, il y a pas les pneus, et s'il y a pas les pneus, il y a pas de caoutchouc. Alors on comprend, comment ça vous a habité très vite et continue à vous habiter en fait, Ah bah, ça a été un fil complètement. rouge. Mais vous me dites être rentré dedans, en fait par une forme de conviction politique. Cette conviction que le contrôle des matières premières ou la façon dont ces matières premières sont, produites ou, Mmh. on arrive à les faire jaillir de terre, a un impact direct sur le développement du pays. Alors, un impact sur le développement du pays, et puis une vision toute simple. Moi, je suis pas de ceux qui, n'aiment pas les entreprises. J'aime l'entreprise. J'aime cette idée qu'on a comme ça un projet, Mmh. qu'on partage ce projet, que ce projet est utile, qu'on se réunit pour, faire avancer ce projet, et qu'on, comme on dit, crée de la valeur, et que sa valeur, soit distribuée. Donc je suis dans une vision qu'on appelle social-démocrate, Mmh. c'est-à-dire, bon, portée par, Michel Rocard, que j'ai évidemment bien connu, et donc c'est ça. Donc il y a les gens qui détestent l'entreprise, il y a et cetera. Non, simplement après, s'il y a pas d'entreprise, on crée pas de valeur, si on crée pas de valeur, on peut pas redistribuer. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent pas redistribuer, non plus. Il y a des gens qui veulent pas d'entreprise et d'autres qui veulent pas redistribuer. Ces gens-là, je les supporte pas. Donc Ouais. ça a été très simple, et alors le choix, c'était: est-ce que je vais essayer de faire une carrière dite politique ou non? Et comme j'étais écrivain, heu, être responsable politique, c'est être au service quotidiennement, comme éditeur. Comme éditeur. C'est pour ça que j'ai été éditeur pendant un mandat, j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai jamais voulu être élu, parce qu'on est au service quotidien. Donc moi, je peux être pendant des moments, jour et nuit, pendant 2, 3, 4, 5 mois, puis après qu'on arrête de m'embêter parce que je suis en bateau ou je suis en train d'écrire. Vous savez, il y a des modes de vie. Moi, je suis très passionné par l'articulation des vies comme ça, des existences, comment ça fonctionne. Et donc j'ai le plus grand respect pour ceux qui sont vraiment des gens, au service de l'intérêt général, comme les éditeurs.
et c'est pareil, on est au service, mais si vous écrivez, si vous peignez, si vous faites de la musique et cetera, il y a cet étrange paradoxe d'être dans l'égoïsme puisque pendant un moment donné, il faut penser qu'à votre Bien sûr, travail, c'est mais la ce solitude travail-là, créatrice. si vous réussissez votre coup, va parler au plus grand nombre. Oui, bien Donc sûr. c'est un égoïsme qui pourrait être le plus généreux des égoïsmes. Ouais, bien sûr. C'est le rôle des récits, mais on va y revenir. Voilà, Et du coup, Éric, vous avez accompagné cette vie politique depuis les années depuis 80 jusqu'à toujours. aujourd'hui, puisque vous avez aussi été aux côtés de Macron en tant que marcheur, Tout à fait, oui, ça s'est arrêté, mais oui, oui, oui. mais vous avez vu, Ah 40 ans bah, de vie bien politique ah oui, beaucoup. et vous vous décrivez vous-même comme un social-démocrate attaché à une gauche engagée et en même temps respectueuse du monde économique et Oui. de l'environnement de l'entreprise. Et de l'égalité des chances. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien la situation, c'est que, ceux qui entrent dans les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de Mmh. commerce, bah, maintenant il y a plus de place pour les classes populaires. Oui, Parce que l'enseignement public traverse une crise terrible et que quand les familles en ont les moyens, ils les mettent soit dans le privé, soit public avec des cours particuliers. Et puis en prépa et cetera et quand vous voyez les promotions, bah, c'est la reproduction. oui, Donc c'est exactement ce que, avait décrit Pierre Bourdieu, bien sûr. c'est-à-dire on est héritier. Donc et l'héritage, c'est vraiment, heu, une part, oui, bien sûr, on transmet et cetera, mais l'héritage, c'est-à-dire, heu heu, dès dès le début, on n'a pas le droit, ça c'est pas possible. Pour 2 raisons. La première, c'est un gâchis, parce qu'on se prive de talents extraordinaires et la deuxième, c'est évidemment la justice. Mais le gâchis est peut-être encore pire que la justice. Je vois. On perd le talent de tous ces gens, les petits garçons et les petites filles qui auraient pu, comme comme cette folie de pas avoir intégré et de continuer à pas intégrer les femmes suffisamment. Voyez, moi, le cœur de ma vie, je crois, c'est le possible. C'est-à-dire comment gâcher ça? Il y a des trésors et on s'en occupe pas et moi, c'est pas possible. Où est-ce que vous vous reconnaissez du coup aujourd'hui sur l'échiquier politique? Parce que, Alors, j'ai fait une erreur grave, c'est-à-dire j'ai cru, parce que séduit comme tellement de gens par Emmanuel Macron, j'ai cru qu'on pouvait aller mettre ensemble, aller tous les gens un peu dynamiques, on les mettre ensemble et cetera. Entre guillemets, cette phrase insupportable s'appelle «les meilleurs». On va mettre les meilleurs ensemble, mettre les meilleurs et puis voilà. Et ben, ça, c'est une machine à fabriquer les extrêmes. Parce que nous, quand on était à gauche, bien, bah, il fallait quand même, se cogner ceux qui étaient les héritiers de l'Union soviétique. C'est-à-dire, moi, j'ai le plus grand respect dans, voilà, l'espérance communiste et cette générosité. Mais enfin, il fallait se les cogner quand même. J'ai des relations extrêmement proches avec, l'état-major communiste d'aujourd'hui, puisque j'ai l'honneur immense de présider la maison, Aragon-Triolet. oui, Donc vous voyez, bien donc sûr. on est ensemble, on est ensemble. Mais quand vous avez le bloc central, il y a, les élites et puis les 2 versions du peuple, dont honnêtement les langages parfois Oui, se ressemblent. bien sûr. Peut-être faire un petit zoom là-dessus parce que c'est effectivement une des menaces, existentielles, on va dire, d'aujourd'hui. Hem, Vous avez dit à un moment, en regardant justement la France, la perte de la méritocratie française et enfin tout ce Mmh. dont vous parlez à l'instant, puisque aujourd'hui il faut 6 générations pour changer de classe sociale. Vous vous C'est rendez un vrai compte? sujet. Ouais, ouais, Mais c'est hallucinant quand même, 6 générations. C'est-à-dire que le mot même génération ouais, est faux, parce qu'on n'engendre rien, on répète. Il y a vraiment ce bloc de l'éducation, éduquer et conduire ouais, comment on bien sûr, sort de quelque chose et sortir puis de hop, sa condition. on est pris comme Ouais. ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous avez dit: «En regardant ça, je serai le reporter de leur colère». Oui. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez le sentiment, peut-être au travers de vos livres, de vos différents Mmh. engagements, d'arriver à y voir clair et d'arriver à être ce reporter de la Alors, colère qui je existe aujourd'hui? suis alors, le reporter, Tintin, être le reporter et le reporter alors je me suis beaucoup, intéressé à ce qui se passait, de la mondialisation avec, Oui, les côtés, très inquiétants pour nous,
mais aussi qui a permis à quelques centaines de millions d'êtres humains de sortir de la misère. Je déteste, les pauses, les positions. Pas pause arrêtée, au contraire, je ne peux pas m'arrêter, mais sur les pauses, on est là comme Oui, ça et oui, cetera et donc j'adore les contradictions. C'est comme ça que j'ai fait le livre avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui est, le point de vue dont nourrir, il faut nourrir. Ceux qui disent, productiviste, d'accord, mais dans productiviste, il y a production, si on ne produit pas, on meurt de faim. Donc on meurt de faim ou on est des esclaves comme, l'Égypte et l'esclave de la Russie parce que l'Égypte a plus d'agriculture. Donc il faut bien savoir un peu bien comment sûr. ça se passe C'est la et souveraineté alimentaire. et la souveraineté Ah bah, alimentaire c'est qui est la première des un vrai souverainetés. rôle. Donc ces contradictions, nourrir sans dévaster. Parce que si vous dévastez le sol, bah, comment vous allez nourrir? Mmh. Parce que le sol, vous êtes en train de le tuer. J'ai travaillé sur, la colère de l'eau, d'une certaine manière, la colère de la géographie et puis, je travaille sur la langue française pour qui est notre, lien commun, notre patrimoine, notre res publica, notre lien gratuit, vous voyez? Cette action un peu républicaine, être ensemble, ensemble et donc essayer de calmer la haine. Comprenez? Quand je vois des gens qui sont, des rentiers de la haine, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand on entend, Zemmour, qui nous dit que voilà, la France machin et cetera, mais, moi je connais l'histoire de la langue mieux que lui. Parce que ce problème, c'est que ce sont des paresseux et des ignorants et que dans l'origine de la langue française, il y a peut-être, 50 mots gaulois, Mmh. il y en a 2000 arabes. Alors alors, on en tire les conséquences quand même. Comment ça s'est passé? Comment ce mélange s'est fait? On a fait un livre avec Bernard Cerchilini. J'ai adoré faire ce livre avec ce très grand linguiste, Bernard Cerchilini, Les mots immigrés. Bah, les mots immigrés, ils ont fait la langue française, hein. Oui, oui. Mais c'est des symboles qui ont besoin d'être dits aujourd'hui. Quand vous avez l'immense honneur d'être élu à l'Académie française, cet honneur, c'est un devoir. Bien sûr. C'est pas juste on est là, non. Non, donc c'est un peu ça et puis comme dans Tintin, dès le début, la vie était faite, c'est l'amitié. Moi, sans Cerchilini, je suis rien, sans mes amis de pasteur, Oui, vous je coécrivez beaucoup je d'ailleurs, je je suis rien, je suis plus rien. que beaucoup d'autres Parce que écrivains. sans amis, on n'est que soi-même et on n'est rien soi-même. Moi, j'ai l'impression d'être rien du tout, je suis l'enfant de mes amis. Alors pour rebondir sur les sujets démocratiques, vous avez aussi écrit un livre qui pointait du doigt directement l'empire de Bolloré et qui pointait surtout sur les dangers, qu'on avait aujourd'hui à avoir une trop forte concentration des médias au bénéfice d'une vision sociétale qui n'était pas Mmh. la vôtre, cumulée avec une concentration des écrits, du monde de Alors, il y l'édition. a la question d'aujourd'hui qui est une question, très inquiétante. C'est que aucun journal n'est rentable. Plus aucun journal n'est Mmh. rentable. Donc, forcément, il faut des financiers extérieurs. Les financiers extérieurs, on a eu à un moment donné, la distinction entre des milliardaires, ouverts et puis des milliardaires avec une vraie Mmh. Projet de vision, société. politique. Mmh. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs journaux au Ouais. service d'une vision clairement politique. On se rend compte que de plus en plus, cette distinction, elle bat de l'aile, moins qu'on puisse dire. Et quand on voit ce qui se passe dans des journaux comme Challenge et cetera, donc on est dans une inquiétude quand même. Moi, c'est vrai que ça me serre le cœur de voir ce qui se passe dans la maison dans laquelle je suis resté 30 ans, qui s'appelle, Fayard. Oui, dont vous êtes parti Et du ben, bien coup, sûr bien sûr, et voilà et quand on en termes voit de par cohérence. bah, cohérence parce que bon, mais maintenant qu'est-ce qui reste? Donc, Mmh. il y a des entreprises qui bénéficient d'une liberté comme, voilà, le groupe Editis et puis il y a Albin Michel, il y a Gallimard encore et cetera, mais c'est pas évident, hein, de garder comme ça cette ligne. Donc on est dans un monde un peu compliqué, hein, parce que, heu, c'est une transition qui est, la transition des matières premières comme on l'a vu.
c'est-à-dire produire sans dévaster la planète, Mmh. mais aussi de la démocratie. Avec, cette petite chanson, qui est très inquiétante, en disant que la démocratie, ne réussit pas à régler les problèmes, donc pourquoi pas un régime fort? J'entendais qu'en France, on avait 20 de la population qui était prêt à balancer le régime démocratique, qui n'y croyait plus, hein. Il ne s'agit pas de dire démocratie, démocratie, mais comment est-ce qu'on fait vivre? Si Mmh. ça veut dire quoi démocratie, s'il y a pas d'égalité des chances? C'est contradictoire. Il y a la question du droit, maintenant, puisque c'est la loi du plus Bien sûr, fort. On a bien vu à la COP 30 où on a sauvé, le multilatéral, mais sans résultat. c'est ce que j'allais dire. On l'a sauvé, Le mais avec un l'idée accord, qui ne l'idée mentionne sans pas même l'action, les fossiles. l'idée sans l'action. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a sauvé? Mmh. Il y a le droit, il y a le savoir qui est remis en cause quand il est gênant. Le savoir, quand on voit qu'aux États-Unis, les scientifiques n'ont pas le droit de présenter, le résultat de leurs recherches. On est vraiment dans C'est Orwell, quand hein. même c'est Ouais, Orwell. ouais. Mais Orwell, j'ai été, heu, j'ai été, dans l'île de Jura, j'étais là où il était pour m'incliner, devant la maison où il a écrit, voilà 1984 1984. et c'était en 1948. Et là, il est malade, il le sait, et il écrit là. Et c'est sublime. Et il écrit là, en Écosse, donc à l'ouest de l'Écosse, et il écrit devant un des courants les plus violents, et lui, il écrit la menace principale. Avec ça, la ferme des animaux, immense, et il est journaliste. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça qui me fascine, c'est C'est être reporter et passer à la fiction. On comprend dans tout ce que vous nous dites, Éric, à quel point vous prenez le livre, l'écriture, comme un levier pour pouvoir aller amener cette compréhension auprès d'un nombre, le plus extensif de personnes. Compréhension de la géopolitique, compréhension de la valeur de la langue, compréhension, du coup, des enjeux de la démocratie Mmh. et de la fragilité de nos médias, Mmh. parfois. Mmh. Hem, je vais peut-être faire un zoom sur un des sujets qui vous tient beaucoup à cœur, qu'on a à peine évoqué, qui est celui des fleuves. Mmh. Hem, vous y êtes venu, vous y êtes revenu, vous avez écrit plusieurs livres et on sait combien vous êtes engagé aussi au travers d'associations sur les sujets de l'eau et des fleuves. Heu, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été nourri, enfant par, l'île de Bréhat et votre rapport à la navigation et à l'eau. Heu, aujourd'hui, quel est votre constat après avoir parcouru le monde pour comprendre dans quel état étaient nos fleuves? Quel est le point commun à qui vous semble émerger? Alors, émerger est le bon mot. Émerger, mais on émerge aussi, si possible, de la sécheresse, étrangement. On émerge quand il y a l'inondation et sécheresse. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé par les matières premières. La première des matières premières, c'est l'eau. Oui, Évidemment, l'eau absolument, voilà, essentielle, parce que nous sommes constitués d'eau, d'abord. L'eau, c'est le lien entre tous les éléments. À l'échelle de la cellule, si vous n'avez pas d'eau, bah, il ne peut pas y avoir de circulation de tous les nutriments. L'eau, c'est, en même temps inégal parce qu'il y a des endroits où il y en a beaucoup. L'eau, c'est les 3 états, donc c'est, la métamorphose, et puis c'est nécessaire. Les gens comprennent pas que pour faire un pantalon, il faut plusieurs, milliers de litres d'eau, je crois que c'est et une bonne que dizaine quand de milliers de ouais, litres. et quand on dit intelligence, artificielle, c'est des conneries, Bien parce sûr. que c'est pas du tout artificiel. Si vous avez pas d'eau, vous pouvez pas refroidir, les data centers, et donc vous avez pas d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence, elle est d'abord naturelle grâce à l'eau. Bref, l'eau, c'est le cœur d'affaires, et l'eau, il faut savoir qu'il y a la même quantité d'eau depuis le début de la Terre, et que donc comme on est maintenant 8 milliards et bientôt 10 milliards, donc il faut recycler, économiser, partager, et cetera. J'ai donc, il y a exactement 15 ans, quitté le Conseil d'État, avant, la retraite, et dire: «Bon, je vais me plonger dans l'écriture et le reportage, et le conseil aux entreprises et la participation à des startups dans ce domaine-là». Donc j'ai fait ça et j'ai écrit un livre qui s'appelle «L'avenir de l'eau». Bien, l'avenir de l'eau a intéressé, mais on a dit: «Bon, ça ne nous concerne pas». Parce que nous sommes un pays tempéré, on n'a jamais d'eau, tout ça, pas très bien. Et c'était il y a Il y a 15 ans. il y a que seulement 15 ans.
Seulement 15 ans. Je me suis dit: «Bon, très bien». Alors je vais dit: «Je vais repasser sur une autre casquette en prenant un personnage. L'eau, c'est une matière, très bien, ça intéresse, peu de gens. Donc je vais passer au personnage qui s'appelle la rivière et le fleuve». J'aime pas la distinction rivière-fleuve, parce que je Oui, préfère l'anglais river, parce que c'est les 2. La hiérarchie est ridicule. Bon, bref, donc j'ai travaillé là-dessus et donc j'ai fait La Terre à soif. C'est le récit de 33 fleuves du monde et donc ça, c'est passionnant et on a créé avec Élisabeth Ayrault, qui à l'époque présidait, la Compagnie nationale du Rhône, on a créé cette association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Enfin, on est en train de se rendre compte que l'eau et donc les fleuves, c'est un enjeu majeur, mais majeur et donc je donne des cours, puisque je suis prof, je donne des cours à la fois, en maternelle, beaucoup en CM2 parce que j'aime bien ces grands enfants, la mmh, bascule et puis en CM2, il y a un seul prof encore, avant qu'on passe au collège et donc là, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Adopte ta rivière» et c'est passer une journée avec une classe de CM2, au bord de la rivière la plus proche de leur école. Ils sont comme des fous parce qu'ils apprennent un peu de biologie, on leur donne des petits microscopes, ils apprennent ce que c'est qu'un martin pêcheur, ils apprennent la pollution, ils font du kayak et cetera et à la fin, l'eau est leur ami. ouais. Puis il est temps de L'eau faire est leur ami. ressortir les enfants dans la nature. Mais je suis aussi prof à l'école de guerre là-dessus. Mmh. Alors justement, moi, ce qui m'a passionnée dans votre livre «La terre a soif», c'est de comprendre à quel point l'eau était, presque comme une arme nucléaire, en fait. C'était, C'est vital. la condition, évidemment vitale, vous venez de le dire, pour un pays, mais surtout très souvent maîtrisée par d'autres pays. Bien On le sûr. voyait par la Turquie, on le voyait par la Chine, qui maîtrisent bien au-delà de leurs propres frontières. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Alors, l'exemple, j'ouvre mon cours à l'école, de guerre, sur, l'exemple, du Nil. Comme on sait, l'Égypte est don du Nil. Depuis la nuit des temps, le pouvoir a toujours été à l'Égypte. Parce qu'il y avait les pharaons, parce qu'il y avait l'Empire ottoman, après il y avait le colonisateur anglais. Donc ils ont toujours interdit à l'Éthiopie de prélever plus de 10 à 15 du Nil bleu, Mmh. qui est la part la plus importante du Nil. Sauf que l'Éthiopie maintenant est plus peuplée que l'Égypte et que l'Éthiopie a décidé, sans rien demander à personne, de construire un barrage, le barrage Renaissance, sur son territoire, juste avant que le Nil arrive au Soudan et après, gagne, l'Égypte et donc une tension énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ONU a repéré 400 zones de tension dans le monde. 400 zones de tension. Parce qu'évidemment dans le temps, quand il y avait des tribus qui se battaient pour un puits, bon, ça Ouais. mettait un peu d'animation. Mais quand vous avez des pays entiers qui dépendent d'un fleuve, imaginez ce que c'est que dépendre d'un fleuve. Regardez, par exemple, le, Vietnam dépend du Mékong. Complètement, le sud du Vietnam dépend du Mékong. Lequel Mékong sort du Tibet, dégringole, va, au Laos, arrive au Cambodge et chacun prélève. Ouais, j'avais trouvé ça absolument passionnant de comprendre qu'en fait, la Chine avait la mainmise sur à peu près la moitié de la population par Alors en exactement. conditionnant leur accès à l'eau. Alors, heu, La moitié de la population mondiale. la moitié à peu près, à 300-400 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet chinois. Ouais. Donc c'est ces questions-là qu'il faut comprendre et s'il y a pas une hydrodiplomatie, eh bien, il y a des motifs de guerre énormes. À l'inverse, il y a, dans un endroit du monde que je salue, qui est mon autre pays, qui est cette organisation formidable de OMVS, de la mise en valeur de la vallée du Sénégal, où vous avez 4 pays sages dans ce domaine-là, en tout cas, c'est-à-dire la Mauritanie, que je salue, le Sénégal, la Guinée et le Mali, qui ont considéré que le fleuve Sénégal était leur bien commun. Mmh. Bravo à eux et même quand il y a eu des tensions très fortes entre la Mauritanie et le Sénégal, j'étais là quand il y avait une sorte de guerre. J'étais à Podor et je me baissais pour qu'on me tire pas dessus et donc qui a ramené, la paix? Je dis ramener parce que c'est la main, la paix et ramener la paix, c'est, l'OMVS. Donc, essayons de ce partage-là. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple d'une gouvernance des eaux qui fonctionne, qui est États-Unis, assez, Canada,
États-Unis, Canada États-Unis, fonctionne. Canada, le Saint-Laurent, qui vient des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique, tout ça, il s'arrange bien, mais c'est difficile et c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens, d'êtres humains. Enfin, vous vous rendez compte ce que c'est? La même quantité d'eau pour 8 milliards d'habitants? Imaginez que le Nigeria, chaque année, dans la ville de Lagos, il y a 500 000 habitants en plus. Ouais, bien sûr, on voit Alors, bien il comment ça faut met sous tension les réserves. évidemment des infrastructures Mmh. gigantesques. Donc qui va payer? Comment ça se passe? Donc toutes ces tensions-là, ce qui fait que l'eau, ce qui est fascinant dans l'eau, c'est que c'est à la fois le moteur principal de la vie, c'est la condition sine qua non de la vie, mais c'est en même temps le reflet. Dites-moi, dis-moi comment tu gères ton eau? Au bénéfice de qui? À quel prix? Je te dirai exactement à quelle société tu appartiens. C'est pour ça que je suis passionné et pour comprendre l'eau, il faut un nombre de connaissances. Il faut évidemment, des scientifiques, mais scientifiques en biologie, des scientifiques en hydrologie, des scientifiques en géologie et en climatologie, évidemment. Il faut aussi des historiens de religion, il faut aussi des juristes, il faut aussi des diplomates. Vous imaginez? Et moi j'adore ça, parce que vous êtes obligés de tisser des liens. Ouais, c'est votre marque de fabrique, Ah non, Éric, mais que d'aller moi, chercher, et mettre autour de la table on m'a toutes les tellement expertises. engueulé en disant: «Touche à tout». Mais je vous Ouais. emmerde, c'est la vie qui touche à tout. Je vais peut-être vous faire un autre zoom parce que l'eau est fascinant, mais j'ai trouvé votre livre sur le coton fascinant aussi. Alors il Mmh. date un peu, mais il est toujours autant d'actualité. Vous nous emmenez au travers vous nous permettez de comprendre la façon dont le coton, pousse, Mmh mh. les enjeux, qui y sont associés dans des géographies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mmh. Et quand on parle, par exemple du coton américain, on voit, toute la, à la fois toute, la puissance, mais aussi les conséquences qu'a la gouvernance du coton américain sur le reste du monde. Donc on voit les effets de la globalisation pour lequel on pense d'abord, à l'impact prix, des pays du Sud, mais en fait, on voit comment le jeu est faussé aussi par nos Mmh amis mh. américains. Et puis vous nous emmenez, au Brésil, dans des exploitations qui sont en fait gigantesques, dont on n'a Mmh pas mh. forcément conscience. Donc là, j'aimerais bien vous entendre un peu sur cette ressource aussi, sur ce que vous a appris cette enquête. C'était, à l'époque, le patron de l'Organisation mondiale du commerce, c'était Pascal Lamy Mmh. et je disais que je connais bien, je disais que j'avais envie de faire, me lancer de grandes enquêtes et donc il me dit: «Le coton». Pourquoi tu ferais pas le coton? Parce que c'était à l'époque où il y avait des discussions pour savoir les droits de douane et cetera. Parce que ce qui est intéressant avec le coton, c'est qu'il y a évidemment les tissus synthétiques, mais le coton reste bien plus que la laine, bien plus que le lin, la matière première essentielle pour Bien sûr, notamment bien sûr. nos vêtements. Et donc et le coton est fabriqué de façon tout à fait différente. C'est-à-dire aux États-Unis, il y a beaucoup de subventions, Ouais, très bien, et c'est relativement important comme superficie. Au Brésil, c'est géant, aucune subvention et en Afrique, c'est familial et puis en Égypte et cetera et donc je me disais: «Tiens, ça va être passionnant là-dessus». Et quand j'ai fini le livre, mon éditeur m'a dit: «Écoute, c'est intéressant, mais ouais, moi, ça m'intéressait à peu près, mais ça va intéresser personne». Et donc il l'imprime, il le fabrique à 5 000 exemplaires. Et puis au bout d'un an, il me dit: «Tu as vu les tirages?» «Oui, on était à plus de 200 000». Et il m'a dit cette phrase complètement démente qui a changé ma vie parce que grâce à lui, je devenais Tintin. Il m'a dit: «À partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye». Donc il m'a plus jamais revu. ah, vous êtes partis sur la route. Parce que je suis Depuis, on parti vous arrête plus. sur la route pour raconter cette histoire et le coton, comme d'habitude, c'est une matière et un reflet. C'est ça ce que j'aime parce que regardez, vous prenez toutes les grandes matières premières, l'or, c'est une matière qui peut servir un peu, mais surtout qui est le reflet, des rêves et de la folie humaine. J'ai fait aussi un livre, avec, ma femme qui est médecin vasculaire parce qu'on s'est rendu compte, elle et moi, alors qu'on était au-dessus du Mékong, et elle me dit: «Regarde, le fleuve, il est malheureux, on est en train d'installer des turbines, Des on a barrages. rétréci le passage, écoute». Et en tant que médecin vasculaire, elle regarde l'ordinateur, les endroits où les artères se rétrécissent, mais aussi elle écoute. Et il y a quelques flux sanguins qui sont très inquiétants. Et on s'est rendu compte, à l'évidence, qu'on faisait le même métier.
C'est-à-dire moi, je m'occupe des fleuves de la planète, elle s'occupe des artères et des veines Ouais. qui irriguent et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre que j'aime énormément qui s'appelle «Ces fleuves qui coulent en nous». Et Voyez? c'est très beau parce que c'est, la vision, de la nature, enfin l'homme comme partie intégrante À miniature partir de de la l'intendant nature. et microcosme. Ouais, c'est ça, l'homme microcosme C'est-à-dire que nous sommes une d'une planète. Pachamama. Exactement et alors avec et c'est pour ça que j'ai pris la citation que j'aime de Rumi, cet immense poète, j'aime bien Persan et tout ça, qui est de dire: «Nous ne sommes pas une goutte dans l'océan, nous sommes un océan dans une goutte». Merci, j'ai envie de vous entendre sur beaucoup d'autres matières premières, donc il va falloir continuer à écrire. Ça jusqu'à la ma dernière seconde. Absolument, absolument, parce qu'on a envie de vous entendre, de continuer à vous entendre Mmh. évidemment sur les matières Mmh. alimentaires. Bien sûr que On a envie de oui. vous entendre sur l'or, vous en parliez, mais Ce qu'on dit globalement alors sur les sur un point minéraux. sur les matières prem ce qui est intéressant sur la nourriture qui était grand-mère lyonnaise et tout ça, c'est que on fait extrêmement attention à la qualité de l'eau. Mais on fait pas du tout assez attention à ce qu'on mange comme solide, avec les produits transformés, comme on dit, hyper transformés et Mmh. ça, on sait de plus en plus maintenant que c'est extraordinairement dangereux pour la santé. Ouais, bien sûr, et on commence aujourd'hui pour le coup à avoir des données fiables sur les liens avec Complètement, l'augmentation des cancers. complètement, complètement. Éric, je voudrais pas qu'on se quitte sans passer un peu de temps sur vos traits de caractère qui vous sont, qui sont tellement prégnants. Curiosité, on en a parlé. Travail, on en a parlé aussi, un travail. Oui, mais travail, vous comprenez, moi travailler, discuter avec vous, c'est un travail. Aller voir mes amis de l'Institut Pasteur dont je suis l'immense honneur d'être vous vous rendez compte, être ambassadeur de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire aller, défendre les chercheurs. Aujourd'hui où le savoir est menacé, où je suis attaqué parce que je suis pour les vaccins et c'est du travail? Pas du tout. Alors, Écrire un roman, c'est du travail? Non, c'est pas du c'est du travail. travail dans la mesure où, vous m'arrêtez si je me trompe, Éric, mais vous êtes, extrêmement organisé. J'ai lu quelque part que vous travailliez tous les jours au moins 3 heures le matin. Écrire le matin, c'est le matin parce que c'est la continuation de la nuit. Vous comprenez? C'est La la continuation du rêve. et la continuation du rêve, donc il faut la régularité parce qu'on peut jamais savoir on peut jamais savoir si on aura l'idée. C'est-à-dire il faut être là. Moi j'adore cette phrase, d'un artiste, on peut dire, d'un calligraphe chinois. On lui disait: «Et maître, voilà, combien de temps vous avez mis pour, faire cet idéogramme?» et il met, 5 secondes et 2 000 ans. Bien Et sûr. ça me bouleverse ça. Et le prochain livre, sera sur le temps et sera sur l'accélération du temps. J'adore ce thème-là. C'est un sujet qui me passionne. Clé, C'est un sujet qui clé, qui est au cœur de beaucoup des ouais. dérèglements de notre époque. J'ai découvert il y a pas très longtemps Hartmut Rosa qui en parle merveilleusement, et qui parle de la grande accélération et des impacts que ça a sur nous, donc j'ai hâte de vous lire. Ah ça, c'est passionnant parce que, évidemment, les gens disent: il y a toujours eu des cycles». Mais les cycles, ils prenaient 10 000 ans Bien sûr, ou 100 000 ans ou 1 million d'années. bien sûr, Maintenant, c'est en 3 ans. bien sûr, et puis Alors, surtout ils ont le pas compris. cette accélération-là remet en cause, notre façon d'être au monde, notre Et façon puis d'être et aux le autres. temps en nous. Moi, je vois ce que c'est qu'une métamorphose pour moi d'entrer dans la vieillesse. Vous voyez? C'est-à-dire tout je me sens Heu, l'adolescence septuagénaire, c'est-à-dire je rentre dans un autre univers où il faut accepter des choses et puis d'autres non et puis voilà et comment ça marche. Et puis à chaque fois, c'est nouvelles amitiés. On pense que mais on peut là, on a élu à l'Académie française Alain Aspect, prix Nobel de physique. Bon, je ne connaissais pas. Il se trouve qu'Alain, succède René de Obaldea, le formidable auteur de théâtre. Et bon, moi je l'ai bien connu, lui il le connaissait pas, on a discuté entre nous. Imaginez un dîner en tête-à-tête avec le prix Nobel, de physique, où moi je lui disais un peu, la phrase clé de René Debalière en disant: «La logique ne mène à rien» et je lui dis, parce qu'on s'est tutoyé très vite avec Alain Aspect, je lui dis: «Bah, l'intérêt de ton hommage sera de faire la relation entre la poésie et l'aspect quantique de la physique». Qui a des cadeaux comme ça? La vie a été généreuse avec vous. Donc l'idée, c'est de rendre un tout petit peu ce qu'elle a donné, quand même.
voyez? Alors, c'est merveilleux Éric, parce que j'allais vous faire conclure sur quelque chose qui me semble aussi très prégnant dans qui vous êtes aujourd'hui, c'est cette capacité de vous émerveiller encore et toujours. Mais plus que jamais, vous vous rendez compte que vous savez, bon, je j'ai décidé il y a 10 ans de faire du piano. Bon, Sans aucune formation musicale. rien du tout, parce que C'est je me suis dit: courageux. «Pourquoi pas? Pourquoi pas?» Bah, je Ouais. fais du piano, je suis très mauvais, mais de temps en temps, voilà, au bout de mes doigts, un peu de musique vient. Eh ben, écoutez, je vais vous dire, ça c'est, merveilleux. Et puis ces amitiés qui viennent, c'est imaginez que là, c'était la semaine dernière, invité, par, Thierry Ascaïch, là, qui est, titulaire des Grandes Orgues de Notre-Dame, monter les 88 marches. On monte en pierre blanche comme ça, on est là et on est contre l'orgue et là, la musique s'en va et vous emporte. Éric, j'ai 2 questions qui vont être impossibles pour terminer l'émission. Impossible pour vous en particulier parce que je pense que le choix va être compliqué. J'aime demander à mes invités s'ils ont un livre à recommander mais pour vous, je peux faire une exception et ça peut être une musique. Alors, le 10 le non, je sais quoi répondre. La mère, d'une femme que j'ai beaucoup aimée, qui est disparue très, très vite, très, très tôt, était, orthophoniste à Sainte-Anne et elle a cherché l'histoire qui réparait le mieux les enfants cachés. Cachés parce que des troubles familiaux, parce que des guerres, parce que des immigrations et cetera. Et l'histoire qui répare le mieux, pour elle, c'est l'Iliade, Mmh. au départ, mais c'est surtout l'Odyssée. Le Parce que retour. le retour et c'est pas Achille, c'est Ulysse. Parce que Ulysse, c'est pas le plus fort, il est pas le plus beau, mais il est il fait il a cette idée de revenir, il a cette attention aux autres, il a cette capacité d'être faible et d'accepter, cette capacité d'aimer, cette volonté de jamais abandonner ses compagnons et quand, je pense à Ulysse et les larmes me viennent, Ouais, cette fidélité aussi. totale. Ouais. Merci de nous ramener aux grands textes qui sont essentiels. Prenez l'Odyssée, vous allez voir, il vous transporte, à votre, aux sources de vous-même. Et pour terminer, Éric, est-ce que vous avez une personne que vous me recommandez d'aller voir avec mon micro de Demain n'attend pas? Une personne inspirante et engagée qui, est de Je sais, je sais que, il est un projet que vous rencontriez, Isabelle Autissier. Je lui dois le plus beau voyage de ma vie parce qu'on s'était croisés, les régates, bon et donc elle me disait: «J'ai ce projet d'aller en Antarctique», évidemment à la voile et donc et puis à chaque fois, bon, elle me disait, bon, elle n'est pas de budget, puis voilà. Puis elle me dit: «Bon, j'ai acheté un bateau et on va y aller. Est-ce que tu es toujours partant?» Je dis: «Oui» et la voix un peu blanche, je lui dis: «Mais le bateau, il est grand, non?» «Oh, il est 15-16 mètres. Ouh! Pour aller en Antarctique, traverser le Drake au sud du Cap Horn et cetera». Donc ce jour-là, voilà, cette semaine-là, avant de lui répondre, je lui ai dit: «J'ai fait» c'était il y a plus de 20 ans, «j'ai fait le check-up le plus sévère qu'on peut imaginer. Je suppliais les médecins de me trouver quelque chose. Ils m'ont rien trouvé pour me trouver vous une n'aviez plus raison de ne pas y d'excuses. aller. Ils ont rien trouvé, donc je suis parti avec elle pendant 2 mois avec un petit équipage merveilleux, avec un ornithologue, avec, Joël Calmette et cetera. C'est évidemment le plus beau voyage de ma vie. Imaginez ce que c'était qu'être, au milieu du Drake, donc au sud du Horn, pendant la semaine, comme c'est un bateau lent, au bout de la semaine, la lenteur, voilà et donc on se lisait elle barrait ou je barrais, on lisait de la poésie au milieu de ce courant le Quelle plus beauté, le plus violent et puis brutalement, on a vu arriver le premier des icebergs, il était bleu parce que, bien sûr, quand il y a des conditions de bien pression, sûr. il est bleu donc bah, voilà quoi, donc allez la voir et elle va vous raconter plein de choses parce qu'elle aussi est évidemment une grande combattante parce que tourner autour de la terre le plus vite possible, au fond, c'est assez bête. Donc il faut revenir un peu comme a fait Moitessier et puis on regarde et franchement, quand je vois ces crétins de milliardaires, heu, après avoir contribué à saloper la terre
qui veulent, s'installer sur ce caillou de merde qui s'appelle Mars, mais qu'ils y aillent et que surtout que Qui nous leur laisse en f paix. que leur fusée soit sans Ouais. retour. Merci Éric, merci beaucoup et merci aussi de terminer avec, l'émerveillement que, la très grande beauté que Et vous c'est avez possible. ressentie, avec la nature. Le possible est encore là. Le possible est là, ouais. Le demain, il est dans nos mains. Vous savez, quand on dit ce mot magnifique qui s'appelle «maintenant». Maintenant, ça veut dire tenir avec sa main. Ouais. Donc l'avenir, c'est maintenant. Demain n'attend pas. Merci, c'est tellement vrai.